Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue tout le monde dans notre podcast, le CRFMV en jazz. Et où que vous soyez, on vous dit un beau bonjour. Merci d'être avec nous. Et surtout, n'oubliez pas de partager la bonne nouvelle à votre entourage, de dire qu'on existe, de dire qu'on est là. C'est toujours bon pour nous trouver encore de plus en plus facilement sur les différentes plateformes où on est diffusé. Le CRFMV en jazz reçoit tous les 2 vendredis les personnalités extraordinaires qui évoluent au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Vous le savez, là, ce sont des gens qui sont vraiment dévoués à leur clientèle, à leur métier, des gens qui sont passionnés et qui ont tout un cheminement de vie qu'ils veulent partager avec vous, la communauté militaire. Les militaires, les familles de militaires, les proches de militaires, les vétérans, ce podcast est pour vous. Et encore une fois, merci d'être là. Cette semaine, on va souligner la Semaine québécoise de la paternité. On a choisi un sujet de podcast, je pense, pas mal pertinent pour aller toucher le cœur des papas, des familles aussi. C'est donc un podcast sur la coparentalité. Et comme c'est le 5e volet de notre podcast Vie de parents militaires, le 5e volet qui arrive aujourd'hui, eh bien, mes invités des derniers podcasts, évidemment, sont avec nous. Tout d'abord, on a Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Marie-Josée. Mathieu, quelles sont tes fonctions au Centre de ressources? Je suis encore intervenant jeunesse au Centre de ressources depuis encore presque 8 ans. Audrey Charland, notre deuxième invitée. Audrey, quelles sont tes fonctions au CRFMV? Alors, Marie-Josée, comme Mathieu, toujours éducatrice spécialisée à l'équipe intervention au Centre des ressources pour les familles militaires depuis maintenant, j'ai bagné le 1 an. Yes! Ouais, là, on n'a pas vu passer le petit gâteau avec la chandelle. Il va falloir s'occuper de ça, Audrey. Là. Vraiment. Et donc, vous avez entendu nos intervenants qui disent, ben oui, j'occupe toujours ce poste-là. C'est qu'on sous-entend, mes amis, qu'on a 4 volumes de notre collection Vie de parents militaires qui sont déjà en ligne. Vous assistez donc au 5e et plein de sujets pertinents, intéressants pour vous, dépendamment de l'âge de vos mousses. Si c'est des plus grands mousses aussi, on a des podcasts qui vont les intéresser. Mais aujourd'hui, on va dans la coparentalité. J'imagine que ça implique des enfants d'à peu près tous les âges et j'ai comme l'impression qu'on va aller chercher un large public avec un sujet comme celui-là. Je suppose que pour la coparentalité, être de bons parents, des parents qui sont bienveillants pour l'éducation de leurs enfants, j'imagine que ça ne se fait pas en criant ciseaux. J'imagine qu'il y a beaucoup d'étapes et probablement qu'au fil d'une vie de parents, on passe par plusieurs étapes, des difficultés, des hauts et des bas. La communication, ça doit être probablement ce qu'il y a en haut de la liste pour qu'une coparentalité se passe sereinement. Qui va me lancer sur la communication saine dans un couple pour une famille heureuse? Oui, mais en fait, j'aimerais peut-être casser la glace déjà en y allant de... Je voulais une belle énoncé qui explique, qui définit vraiment ce qu'est la coparentalité parce que on va se mettre des bases en commençant. On va partir tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, je vais vous lire la définition que le RVP a, le regroupement de la valorisation de la paternité. C'est des adultes reconnus comme parents auprès de l'enfant qui agissent et communiquent pour son bien-être, quelle que soit leur réalité parentale. Donc ici, on vient peut-être défaire un peu l'idée que on peut être en couple puis on peut être séparé également pour la coparentalité. Donc ici, le point en commun, l'objectif principal, si on veut, c'est l'enfant. Donc de base, tout ce qui tourne autour de la coparentalité, c'est vraiment l'enfant. Êtes-vous d'accord avec ça, mes collègues? Je seconde la motion. Je seconde aussi, j'appuie. Pour ceux qui nous écoutent, que vous soyez séparés ou non, on pense que ce qu'on va vous dire va être très utile. Parce que là, on va parler un peu de communication justement entre les parents. Puis évidemment, que vous soyez en couple ou non, c'est un volet super important. Quasiment plus important si vous êtes plus en couple avec le papa ou la maman de votre enfant, parce qu'il y a des tonnes de petites embûches qui peuvent s'ajouter de différentes maisons. Des fois, c'est-tu dans la même ville, c'est-tu pas dans la même ville, une semaine, ou juste une fin de semaine. Ça. Fait que là, il y a un monde qui est différent, puis, mais ça change pas que le bien-être de l'enfant, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment la base de ça. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Peu importe la relation que vous avez avec l'autre parent. Je vais commencer en disant qu'il y a 3 piliers à la communication. Il y a le parler, écouter, puis
trouver des solutions ensemble. Fait que moi, je pense que ça, c'est les 3 bases un peu de la communication. Puis, si vous mettez des actions dans ce sens-là, c'est sûr que ça va vous aider à avoir une bonne coparentalité. Tu sais, dans la communication, Mathieu, tu parlais de parler, écouter, puis solutionner. Mais je pense qu'à travers de ça aussi, il y a pas juste, tu sais, parler n'est pas nécessairement juste avec des mots. Par exemple, si on pense à un contexte de séparation où est-ce qu'on sait que la discussion, devant l'autre peut être difficile ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que la communication saine est impossible. Ça peut se faire par le biais de plusieurs outils. Souvent, on peut entendre parler, tu sais, un cahier de communication qui est trimballé dans le sac à dos de l'enfant ou, tu sais, même 2 parents qui sont ensemble, qui savent que certains sujets sont conflictuels puis que, OK, ça m'a pas plu, je veux en parler avec toi. Par contre, les enfants sont autour, c'est clairement pas le moment de le faire actuellement parce que, justement, on veut pas que les enfants soient témoins nécessairement de ce genre de dispute-là et ces incohérences-là qu'on peut avoir comme parents en étant pas d'accord sur certains sujets. Donc, tu sais, des fois, c'est peut-être juste nous aussi, même dans un couple qui est toujours ensemble, de le prendre en note, des fois sur un petit cahier ou dans notre téléphone, un petit bloc-notes, faire comme ça, j'aimerais ça revenir là-dessus, mais prendre le temps de réfléchir comme il faut pour être capable de discuter de façon positive et adéquate avec l'autre parent. Je suis d'accord, tu as mentionné, tu as dit le moment, que ce soit au sujet des devoirs ou de la discipline. Si vous savez que vous allez vous pogner sur quelque chose, attendez, stop, pause, puis prenez un autre moment. Marie-Josée, tu voulais-tu... Oui, bien, il y a plusieurs bonnes raisons pour ne pas commencer une discussion, sans dire une dispute, mais en tout cas, ça peut dégénérer devant les enfants. Il y a le fait que, effectivement, les enfants peuvent être témoins de maman dit quelque chose, papa dit d'autres choses en ouais, tu sais, puis comme semer le doute là, auprès de l'enfant. Et il y a aussi que si ça tourne un peu plus mal ou que le ton monte, les enfants se sentent vite coupables ou responsables d'une situation familiale qui n'est pas agréable, là, tu sais. Puis même si c'est lui le sujet de la discorde ou de la mésentente, c'est pas de sa faute. Donc, si on garde, comme tu disais, Mathieu, d'entrée de jeu, là, toujours en tête que l'essentiel, là, la base, là, c'est le bien-être de l'enfant. Tu sais. Si on garde toujours ça en tête, oui, on va les ravaler, nos commentaires, puis on va les garder pour plus tard. Tu sais, en tout cas, ça peut aider à motiver une certaine attente, une certaine patience. Moi, je suis quelqu'un qui garde difficilement les affaires en dedans. Là, tu sais, quand il arrive de quoi, c'est comme tout de suite, on dirait qu'il faudrait que je l'expose puis que je l'étale, mais effectivement, pour le bien de tous, pour l'harmonie familiale, pour que tout le monde se sente mieux après, pour que le dossier, quand il est clos, qu'il soit vraiment clos après et qu'il ne demeure rien, c'est mieux de faire ça entre parents, face à face, entre adultes. Des fois, plus facile à dire qu'à faire. Là, on connaît avec la routine, on est exténué de la journée, puis, mais totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Marie-Josée. Puis j'aimerais peut-être même qu'on en profite bientôt là, des déploiements qui s'en viennent assez. Il y a plusieurs déploiements en fait de longue durée. On parle de 6 mois. Donc, pour les familles peut-être qui nous écoutent et qui ont déjà vécu ou qui vont vivre ça, je pense que ça peut être bien aussi d'établir un peu des règles de comment on va jaser de la vie des garçons, des enfants, des filles. Est-ce que le militaire qui est absent, il veut tout savoir jour après jour, les petits bobos, les petits pépins, ou au contraire, lui, il préfère, parce que vu qu'il se sent loin puis impuissant. Je pense, comme Mathieu, tu dis, ça peut être super important à faire parce que, puis même pour les enfants, tu sais, je peux penser aussi à certains enfants qui, même s'ils voudraient parler, exemple, avec leur papa ou leur maman qui est parti à tous les jours de façon régulière ou que, comme parents, on se dit, ben c'est une nécessité pour mon enfant, mais qu'au bout, en ligne de compte, et je lève ma main en disant un fait vécu, les discussions le soir amènent la gestion de crise, des comportements inappropriés parce que l'enfant se rend compte, quand il voit son parent ou qu'il l'entend, se rend compte qu'il s'ennuie. Donc, peut avoir une réaction plus excessive. Donc, des fois aussi, c'est d'aller revoir en tant que parent, mais il est où le besoin de mon enfant? Est-ce que le besoin de mon enfant est de parler justement à son autre parent aussi régulièrement ou finalement, tu sais, à un temps cédulé dans la semaine ou à un certain moment donné, peut aussi être aidant. N'étant pas habitué à la vie militaire, dans le cas d'un déploiement, c'est vrai, Mathieu, il y en a plusieurs qui s'en viennent et sur de longues périodes. Un militaire qui se trouve en Europe, admettons, pendant plusieurs mois, peut parler combien de fois à sa famille dans une semaine? Admettons qu'on ne met pas de limite, juste pour me donner une idée, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Si on pose cette question-là, il y a 30 ans, carrément pas la même réponse, hein, évidemment. Ce serait un coup de téléphone de 2 minutes à chaque semaine, peut-être s'ils sont chanceux. Là, je donne un exemple, je n'étais pas là il y a 30 ans.
mais on en a entendu parler de conjointes puis tout ça. Je crois que, tu me diras Audrey, peut-être si je me trompe, mais ça, dépendamment du déploiement, d'habitude, ils ont quand même le temps d'appeler. Ça peut être quasiment tous les jours. Là, on a des familles, nous, qui réussissent à parler au papa ou à la maman quasiment jour après jour. Après, c'est sûr qu'il y a un enjeu. Là, en Europe, ben, tu sais, le décalage horaire, des fois, c'est que le parent là-bas, ben, il faut qu'il se réveille peut-être en pleine nuit pour pouvoir parler à ses enfants ou c'est super tôt le matin. Puis, fait que des fois, c'est sûr que ça amène une réalité différente, mais côté communication, c'est beaucoup plus simple qu'avant, du moins. Je pense que les seules restrictions qui pourraient amener, c'est effectivement le fuseau horaire et les tâches, soit que le militaire a de son côté ou que la personne qui est ici a elle aussi de son côté. Là. Fait que ça, je pense que ça peut être des enjeux. C'est l'entente au départ de communication par rapport à ça, puis justement, je vais dire, c'est pas de tenue de dossier, mais de tenir au courant, en fait, l'autre parent de qu'est-ce qui se passe dans la vie de son enfant malgré son départ. Justement, je pense que c'est un sujet qui est super important à aborder parce que chacun d'entre nous, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes besoins. C'est important d'aller se respecter là-dedans, mais aussi respecter le fait que le militaire qui est parti dans cette coparentalité-là, ben, il est à l'autre bout. Il n'y a pas de pouvoir, il ne peut pas rien faire, malheureusement. Est-ce que ça peut amener une espèce d'inconfort ou de sentiment d'impuissance si absolument tout ce qui se passe dans la maison lui est bombardé, façon de parler, à chaque fois qu'il y a une communication? Bon, ben là, le petit Mathieu, mon enfant fictif, Mathieu, là, c'est toujours un petit Mathieu, moi. OK? C'est mon nom. C'est toi, petit. Fait que là, Mathieu, il a été tannant à l'école, il a mordu Sébastien, puis là, bon, est-ce que ce serait pas une bonne idée, par exemple, de tenir un cahier dans la famille et dire, regardez, il s'est passé ça de le faire. OK, ça, on va le dire à papa ou maman dès qu'on communique avec. Dans le fond, lui faire un espèce de petit bulletin de nouvelles, là, des affaires le fun qui se sont passées dans la famille, d'essayer de lui fournir le meilleur, étant donné qu'il ne peut pas être actif à tous les jours là, dans ce qui se passe dans la famille. Personnellement, je pense, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense pas qu'il y a besoin de savoir que ma version jeune a mordu Sébastien. Je pense pas que c'est important. Je comprends que dans la routine de tous les jours, c'est important de le savoir. Mais si tu es parti pendant 3 mois, cette morsure-là, elle va être guérie. Là. Je veux dire, ça peut juste amener, renforcer un peu la distance. Si je me rends compte que tous les pépins m'est rapporté, j'ai aucun pouvoir là-dessus, jour après jour. Je suis pas militaire, donc je peux pas me mettre à leur place, mais n'empêche de par notre métier, on les côtoie, puis on voit un peu ce qu'ils vivent aussi, mais ça doit être super difficile là, de vivre tout ça à distance. Ici, je tourne le miroir de côté, puis que je me dirige vers la personne qui reste, celle qui va gérer les morsures du petit Mathieu. Mais celle qui va s'occuper, la personne qui va s'occuper de gérer la famille, ça lui en fait beaucoup plus sur les épaules. Elle doit avoir une espèce de gestion, non seulement de ce qui se passe dans la famille, en bien ou en mal. Il n'arrive pas juste des bobos quand il y a un parent militaire qui est absent, mais ça force la personne qui reste ici à, disons, composer avec plusieurs problématiques seule. Bien, effectivement, c'est sûr et certain que ça amène une charge qui est plus grande. Ça fait partie ça fait en sorte que dans la coparentalité, si on ramène un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est que c'est sûr que le poids de la coparentalité pendant ce bout-là, ben, il est plus pesant sur la personne qui reste, qui reste sur place, qui prend en charge justement tout ça, parce qu'effectivement, d'arriver le soir, faire comme « Hey, mon amour, là, Mathieu, il a encore mordu Sébastien, je suis plus capable, ça fait 30 fois qu'il m'en parle. » Bien, ça, c'est plus difficile à avoir parce que ce contact-là, facile du day-to-day, ben tu l'as pas pour être capable juste de ventiler. Fait que pour toi, comme parent, tu dois trouver une autre façon d'être capable d'aller chercher ça, d'aller diminuer, dans le fond, cette tension-là, puis trouver quelqu'un un peu avec qui réfléchir si c'était quelque chose que tu faisais naturellement, avec exemple, avec ton conjoint ou ta conjointe qui est parti. Puis là, ben, on parle de la gestion de comportement, mais bien sûr, il y a gestion de beaucoup d'autres choses en même temps aussi qui fait en sorte que souvent ce défi-là qu'habituellement on aurait géré de façon plus saine, plus calme, plus assurée, ben avec l'augmentation de toute la charge qu'on a, ben ça fait en sorte que OK, ce défi-là pour moi est peut-être un peu plus grand aujourd'hui. Et heureusement, il y a les centres de ressources pour les familles militaires Valcartier qui sont là pour donner un coup de main quand ça devient un peu trop lourd, quand ça devient un peu plus compliqué de gérer. On est toujours là pour vous donner un coup de main. Si vous le voulez bien tous les deux, j'aimerais aussi qu'on parle
pas en état de déploiement, qu'on parle des familles qui doivent communiquer, doivent gérer avec certains outils, mais qui sont ensemble, justement, tu parlais, Audrey, dans le day-to-day, parce que c'est pas toujours évident. On peut rapidement ne pas nécessairement être d'accord avec son conjoint, ne serait-ce que pour l'éducation. On a été éduqués d'une façon, on espère la même chose pour nos enfants, mais c'est la même affaire pour notre conjoint qui n'a peut-être pas eu la même éducation et qui espère la même chose pour ses enfants. Est-ce que quelqu'un doit forcément céder sur sa façon de voir les choses? C'est un peu un enjeu. Je pense que tu l'as super bien dit, Marie-Josée, on vient chacun des parents, on vient avec notre bagage, on vient avec nos valeurs, on vient avec notre éducation qui n'est pas tout à fait pareil partout, puis que des fois peuvent être complètement différents, tout dépendant des milieux d'où on vient. Ou même des fois, si on parle à des gens une famille multiethnique, avec plusieurs nationalités qui sont ensemble aussi, amène des impacts au niveau culturel aussi, qui a des divergences au niveau parental, familial, des valeurs et tout ça. C'est sûr et certain que dans le meilleur des mondes, dans un scénario idéal, les parents en ont parlé au courant, parce que quand on a une grossesse, on a quand même 9 mois pour se préparer avant que ça arrive, tout ça. Puis même si on en parle de où est-ce que nous, on veut aller, qu'est-ce que nous, on préfère, où est-ce qu'on va. Et même ça, au travers des stades, avec l'enfant qui grandit, d'avoir cette communication, ça revient vraiment à ce point-là, je pense, qui est la base dans tout couple, surtout en tant que parent, de se dire, moi, voici ce que je vois, toi, voici ce que tu vois, s'assurer de prendre le temps de faire comme, je m'assis et j'écoute l'autre aussi, même si je ne suis pas d'accord. Je prends le temps de considérer qu'est-ce que l'autre a à me dire parce que sa valeur et la façon qu'il voit les choses est tout aussi importante que la mienne. Ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes. Mais comment est-ce que de cette façon-là, on peut aller chercher un gagnant-gagnant des deux côtés si c'est possible ou dans la mesure du possible? Mathieu? Oui, c'est super intéressant ce que tu dis, Audrey. Puis ça nous amène peut-être à un sujet qui va vraiment bien avec la communication, mais du moins, c'est ce que je sous-entends dans vos dires, c'est un peu la cohérence parentale. Ce que j'entends, c'est les valeurs de chaque famille. On a été élevé d'une manière, le conjoint ou la conjointe également, puis c'est de créer un tout qui fait du sens pour tout le monde. Donc là, oui, communication, on a donné peut-être un peu des trucs là, d'écouter, de parler, tout ça. Mais la cohérence là-dedans, c'est important d'avoir une cohérence dans nos interventions auprès de l'enfant. Puis ça, c'est vraiment de 0 à 18 ans. Qu'on parle de discipline, de devoir, de tout simplement de comment interagir avec ses amis ou peu importe. Il faut que vous soyez une équipe à ce niveau-là. Là, on parle de coparentalité, mais le nœud de la guerre, je pense qu'il est vraiment là. Vous êtes une team, là. Que vous soyez encore un couple ou non, votre enfant il a besoin de vous voir comme OK, ça sert à rien que je joue au jeu de Hey papa, je peux-tu faire ça? Non. Tic, 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 tic. Il va à côté. Hey maman, je peux-tu? Oui, yeah! Tu sais, là, parlez-vous, là. Il faut. C'est important que peu importe où le milieu de vie de l'enfant, mais où il évolue, qu'il y ait un semblant aussi de cohérence à ce niveau-là. Vraiment. Puis, je pense que d'avoir des temps, aussi, des petits trucs de se dire, comme parent, d'avoir une entente mutuelle, de dire, quand l'enfant va venir me demander quelque chose, ma première réponse va toujours être, je vais aller en parler à ton père, je vais aller en parler à ta mère, voir qu'est-ce qu'il en pense. Avant de te donner ma décision, je pense que c'est très sage comme parent d'arriver à ça. Puis, j'aimerais revenir aussi sur la cohérence que tu parlais, Mathieu. Un petit truc pratico-pratique pour être capable, comme parent, d'être davantage cohérent. Ça peut être d'aller vous faire ou de vous mettre en tête ou d'avoir la discussion de dire, c'est quoi mes règles? C'est quoi les règles importantes à la maison? C'est quoi pour moi qui a de l'importance et sur quoi qu'on ne veut vraiment pas, les deux, que les enfants dérogent. Je peux donner des exemples comme ça. Par exemple, on s'assoit à la table, on reste à la table à l'heure du souper. Ça peut être tout le monde doit faire ses tâches. Souvent aussi, ce que je peux voir avec les suivis que j'ai avec les parents, le respect des autres, le respect de l'environnement. Ça peut être les règles de base qui sont là. Souvent, ce que je vous suggère, c'est de ne pas en avoir plus que 3, 4 ou 5, là, tout dépendant des difficultés que vous vivez à la maison, mais vraiment centraliser vos efforts au lieu de vous éparpiller partout. Comme parent, ça va vous permettre d'être vraiment davantage cohérent dans ce que vous voulez appliquer. Puis, cette discussion-là, de qu'est-ce que vous mettez en importance, va déjà pouvoir être plus facile aussi.
J'entends beaucoup un discours peut-être axé sur le 0-5, peut-être du 6-12 aussi. Entre 12 et 17 ans, c'est leur job, là, les ados, d'aller titiller cet aspect-là, la cohérence, pardon. Si on prend en tête un couple séparé, par exemple, peut-être essayer de s'entendre sur des heures de sortie qui peuvent se ressembler à un temps d'écran aussi, pour pas créer comme une sorte de clivage quand, bon, mais chez maman, je peux jouer 30 heures sur ma tablette, il n'y a aucune limite. Puis là, j'arrive chez mon père, tac, 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 j'ai des 15 minutes. Puis après ça, il se pose des questions, pourquoi ça explose ici, pourquoi ça... Fait que c'est sûr que c'est plus facile, encore une fois, à dire qu'à faire. On parle de s'entendre avec l'autre coparent. Mais là, on leur dira jamais assez, je pense, dans ce podcast-là. Mais le besoin ici, c'est celui de l'enfant. C'est là qu'il faut mettre nos efforts. Puis c'est la loupe qu'il faut utiliser. C'est qu'est-ce qui est mieux pour mon kid, là? Qu'est-ce qui est mieux pour mon enfant. Donc, de mettre les efforts à ce niveau-là. Audrey et Mathieu, c'est déjà le 5e volet de nos podcasts Vie de parents militaires. Et aujourd'hui, c'est la coparentalité. Par coparentalité, autant chez les couples qui sont en couple et les couples qui sont séparés, il y a beaucoup, beaucoup de pistes à aller explorer. Je vous propose de vous arrêter quelques secondes et on revient tout de suite après au CRFMV en jazz. Des invités passionnants, pertinents. Le CRFMV en jazz, c'est pour la communauté militaire, leurs familles, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. C'est une discussion fascinante qu'on a avec nos intervenants du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Le volume 5 de notre collection Vie de parents militaires. On parle de coparentalité aujourd'hui. On pourrait aborder un que j'apprécie quand même beaucoup, qui est la reconnaissance entre parents. Je veux dire, c'est une thématique quand même positive. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, un peu la reconnaissance? À quoi ça vous fait penser? Moi, je pense que c'est d'être capable de se mettre des lunettes, en fond, pour voir des yeux de l'autre aussi, de l'autre parent, dire, l'autre parent a fait son mieux aussi, comment est-ce que lui, il vit dans lui ces choses, et de reconnaître les bons coups qu'il est capable de faire et de reconnaître aussi peut-être les différences qu'il y a entre eux, mais ses forces comme parents aussi. Que nous, peut-être parce que moi, je pense que chaque parent a des forces différentes. Si on était tous pareils, ça serait pas mieux. Je pense que dans la relation qu'on crée avec notre enfant, chacun, on amène quelque chose de positif à notre enfant, mais d'être capable de le voir chez l'autre. Puis là, dans un contexte de séparation, c'est plus difficile. Même dans un contexte en couple, ça peut être difficile de le voir aussi parce que, bien sûr, quand on fait quelque chose pour notre enfant, mon Dieu, qu'on pense que c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui ou pour elle. Puis quand il est avec papa ou quand il est avec maman, il fait des belles choses aussi. Il apprend d'autres choses d'une autre manière. Puis je vais reconnaître qu'est-ce que l'autre parent est capable de faire aussi. Donc, être reconnu puis être reconnaissant. Dans le fond, on s'entend là-dessus, c'est de donner de la reconnaissance, mais également de sentir qu'on en reçoit. J'aimerais peut-être amener une bémol aussi, faire attention aux perceptions. Je veux dire, si en tant que parent, vous trouvez... Vous trouvez, des fois, on est les plus sévères envers nous-mêmes. Hein? On se dit, bon, là, je n'ai pas joué avec. C'est sûr que le coparent pense que je ne suis pas un bon parent. Mais là vous reflétez, vous transposez un peu vos propres émotions sur ce que l'autre coparent peut voir ou non. On appelle ça de la projection. Exact. Puis on est fort là-dedans quand on fait un peu de culpabilité en tant que parent. On se dit, oh mon Dieu, je suis le pire parent au monde parce que j'y avais dit que j'irais jouer au ballon. Puis là, toi, tu as ta journée, tu es à moitié mort, puis tu te dis que Colin, fail. Mais il y a toujours moyen de se rattraper. C'est vrai qu'il ne faut pas faire des fausses promesses à nos enfants, là, mais idéalement, c'est de dire, regarde, en fin de semaine, ça va aller mieux, puis on va s'en prendre. Notre game de ballon, c'est clair qu'on va la faire. Je vais en profiter pour dire, la reconnaissance aussi, on peut se la donner à nous-mêmes. Hein. Des fois, là, je vous entends, des fois... Je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais souvent, c'est la maman qu'on va voir un peu se taper ses doigts. C'est pour ça que des fois, on voit beaucoup sur Facebook des posts, des publications, par exemple, hey, vous êtes imparfaite, c'est correct comme ça, vous faites de votre mieux, puis moi, je supporte ça à 100%. Je veux dire, on peut pas être parfait, c'est impossible, on ne peut pas se demander ça. Puis, tu parlais de jouer au ballon, là,
je pense qu'il faut se rappeler que des temps de qualité avec l'enfant. Je me souviens plus qui avait dit ça. Ça commence à partir de quelques secondes, un temps de qualité avec votre enfant. Tu sais, un 30 secondes collé, puis après ça, vous continuez à faire votre routine ou ce que vous avez à faire. C'en est un temps de qualité. C'est pas obligé d'être 1 heure de jouer au ballon. Ça fait-tu du sens un peu, Audrey? Effectivement, je te laissais aller parce que tu le disais super bien, mais effectivement, je rappelle en fait la source de ça, c'est le programme Triple P, donc pratique parentale positive, qui est donné à travers la ville de Québec. En fait, c'est un peu ça, c'est que le passer du temps de qualité, c'est souvent quand notre enfant vient vers nous, c'est de lui accorder un 30 secondes à 2 minutes, ce que moi j'appelle pour remplir sa tasse émotive, la tasse qui a besoin d'être remplie pour qu'il puisse, après ça, se sentir tout chargé pour être capable d'être plus autonome et se développer dans les autres sphères de sa vie. Fait que souvent, c'est des temps comme ça. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas négliger des temps, exemple, comme ce que tu disais, Marie-Josée. Hey, on va reprendre ça en fin de semaine, on va avoir le temps de le faire. Que si on l'a mis en place, on essaie de le garder dans la mesure du possible. Et je dis bien dans la mesure du possible. Hein, comme parent, on va s'enlever de la pression, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment ça, c'est d'être capable d'aller chercher justement ces petits moments-là où est-ce qu'ils viennent nous voir, d'arrêter qu'est-ce qu'on fait quand c'est possible, de leur donner cette attention-là, puis après ça, eux, ils repartent, puis ils sont tout à fait nourris, remplis, puis c'est suffisant pour eux. Très d'accord. Faire attention aussi un peu. Les enfants sont bons, hein, des fois, pour... ben là, t'as pas joué avec moi de la journée, puis là, t'es comme, hey, je viens de faire 2 heures de jeu de société avec toi, là. Mais eux, c'est pas assez, en veulent donc... Fait que là... Tu sais, laissez-le faire un peu à ce niveau-là. Après, si lui, c'est son travail un peu aussi de tester. Puis, hey, mais si je dis ça, je sais qu'elle pogne. Hein, puis là, elle va vouloir encore, c'est sûr. Fait que je vais continuer. Tu sais. Ils sont pas fous, eux autres. Là. Mais message encore de ne pas se taper sa tête. Là. Je pense que c'est comme le. Et on le fait un petit peu trop là, en tant que parent. Je suis pas mal sûr que tout le monde qui nous écoute, là, en tout cas, je vous souhaite que vous pensez comme nous, qu'on se met trop de pression et qu'il faut s'en enlever un peu. Vraiment. Puis même quand on s'en met moi-même, puis là, je me lève la main là-dessus, car je seconde là-dessus. Je m'excuse, le québéquisme, le mettage de pression sur la tête, je pense que je suis une des expertes de ça. Je ne sais pas si c'est du fait de ma profession aussi, que je me dis, mon Dieu, j'ai comme pas le droit à l'erreur, mais non, le plus que je me donne le droit à l'erreur, le plus je trouve ça facile, le mieux ça va avec mes enfants et le mieux que ma relation avec eux, elle est aussi. On l'avait déjà nommé dans un podcast précédent un parent heureux, c'est un bon parent. Fait qu'on poursuit un peu dans cette lancée-là. Je ne ressentais pas ça avant d'avoir mon enfant, mais tu sais, la culpabilité de ne pas faire quelque chose, là, tu sais, avant, je m'occupais de mon nombril, puis c'était bien facile de même, mais là, il y a un petit être, tu sais, qui compte sur moi, puis qui a envie, justement, de jouer à un jeu de société pendant 1h30. Puis des fois, ça fait ça, c'est que je me sens... Caroline, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça. Puis mon fils est un peu comme ça aussi, des fois, tu sais, je trouve qu'il s'en met gros ses épaules. Puis je trouve que, tu sais, il y a de la misère des fois à réaliser à quel point il a fait une bonne journée. Fait que là, on a installé de quoi? Je sais pas si ça a rapport. C'est la collation fière de toi. La collation fière de toi, c'est j'offre 1, 2 ou 3 fruits, mais dans les 3 fruits, il y a un fier de toi. Ben, veux-tu une banane, une orange ou un fier de toi? Ah, ben, je vais prendre un fier de toi, mais tu le prends avec moi. Fait qu'on se prend chacun une pomme, mettons, puis c'est un fier de toi. Là, on fait un chin de pomme, puis on mange notre fier de toi. Fait que, il dit, ah, maman, on est fiers de. Moi, je suis fière de moi, puis lui, fier de lui, puis on mange notre fier de toi. C'est tellement beau ce que tu dis. Oui. C'est cute, hein? C'est magique. Ouais. Les beaux moments que tu crées là avec ton fils, puis son estime de lui, tu développes aussi à travers ça. Wow! Chapeau! Merci. Ça clenche tous les outils qu'on peut te donner. Là. Tu sais, ça vient de toi, tu l'as mis en place toi-même. Ça, c'est le number one. Le CRFMV en jase. Ça jase de nous. On revient dans moins de 30 secondes. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
Et pour repartir sur un sujet qui, je pense, va très certainement soulever beaucoup, beaucoup de questions et de commentaires, on va parler du partage des tâches. Qui va nous en parler en premier? Je peux y aller. Je vais ramener un peu le sujet qu'on parlait un peu plus tôt là, quand on parlait justement des déploiements. Pourquoi je veux commencer avec ça? Parce que ça a quand même un apport sur la vie militaire dans une période de déploiement qui fait en sorte que, ben, comme on l'a dit un peu tantôt, je ne m'étirerai pas, inquiétez-vous pas, mais que dans le contexte d'un déploiement ou d'une absence, ben, la personne qui est à la maison ben, prend en charge toutes ces tâches-là. Donc, c'est sûr et certain que dans la coparentalité, si on parle du partage de tâches, c'est partage de tâches, oui, de la maison, mais aussi par rapport aux enfants. Lors d'un retour, c'est toujours à considérer aussi comment est-ce que chacun des parents reprend sa place, reprend son rôle là-dedans, ce qui est vraiment pas évident parce que un parent s'est habitué à tout prendre en charge et l'autre parent veut reprendre son rôle, reprendre sa place, mais c'est un peu touché parce que là, justement, il faut ramener la communication, ramener la reconnaissance entre parents et ramener notre cohérence, donc tous les points nommés avant, pour être capable de ramener un partage des tâches qui est équitable, qui est juste, puis qui est adéquat pour les deux. Puis ça, je pense que c'est une des bases qui est le plus important aussi là-dedans pour justement pas sentir que l'un fait plus ou trop que l'autre, puis que les tâches qui sont mises en place ben, correspondent aux besoins de chacun. Puis ça, je pense que c'est important. Je donne un exemple super stéréotypé, je m'en excuse. Par exemple, si vous, là, je parle pour moi, parce que ça fait partie de moi, ça ne vous tente pas de faire la pelouse, puis d'aller pelleter dehors, puis c'est votre chum qui le fait d'habitude, ben, puis que ça vous arrange tous les deux, ben, c'est bien correct comme ça. Mais vice-versa est tout aussi vrai. Si moi, j'aimais ça, passer la tondeuse ou le tracteur à gazon l'été, assis, puis là, je pense à ma belle-mère était tout le temps comme ça, assise sur son tracteur avec sa bière l'été, puis mon Dieu, qu'elle trippait, puis qu'elle aimait ça. C'était une de ses tâches préférées parce que c'était un moment de plaisir pour elle. Ben, c'est bien correct que ça soit elle qui le fasse versus lui, mais il faut que je pense qu'il y ait une entente commune, puis les intérêts un peu plus communs et qu'est-ce qu'un tente plus que l'autre, tant que le partage se fait adéquatement puis que tout ne repose pas sur une seule tête en tout temps. Très d'accord. Puis là, je vais peut-être faire un petit message aux boys là, qui nous écoutent. Oui, tu as parlé de stéréotypes, mais je veux dire, ça vient pas de nulle part quand même. Là. Puis on entend beaucoup parler de charge mentale ces temps-ci. Puis, mais crème, c'est vrai quand même. Puis c'est vrai aussi que c'est souvent les mamans qui l'ont. Je veux pas lancer de roche aux papas qui nous écoutent. J'en suis moi-même un. Mais combien de fois, c'est vous qui pensez, par exemple, au dentifrice, shampoing. Mais je pense que c'est le temps de mettre nos culottes un peu, puis d'essayer de s'impliquer un peu plus là-dedans, puis d'écouter notre conjoint, notre conjointe sur ce qu'ils veulent, puis essayer de partager le plus possible pour éviter cette charge mentale-là, parce qu'elle pèse lourd quand même. C'est pas quelque chose d'agréable pour personne de se coucher la nuit puis de commencer à penser, OK, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Demain, j'ai pas le temps d'aller faire l'épicerie, qu'est-ce qu'on va. Puis là, tu sais, ça tourne dans la tête. Effectivement, puis il y a même, tu sais, un autre partie de la charge mentale, tu parlais des achats, tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est structure d'horaire. Nombre de fois, en tout cas, je ne sais pas chez vous, là, puis là, j'y vais vraiment par partage personnel, mais tu sais, nombre de fois que chez moi, c'est là, il est quand le rendez-vous de ça? C'est quand déjà mon rendez-vous chez la coiffeuse? Quand que je fais ça? Parce que je tiens un calendrier, parce que je ne suis pas capable de me désorganiser d'autre façon. C'est ma façon de fonctionner de mon côté. Mais effectivement, ça, c'est de l'avoir en tête aussi, toutes ces choses-là, même pour les enfants, les cours de ci, les cours de ça, quand est-ce que c'est l'inscription? Quand est-ce qu'ils vont être dus pour aller chez le médecin? C'est un peu invisible, cette charge-là, mais effectivement, elle est vraiment présente. Je pense que plus c'est clair, plus on s'assoit puis on discute, tout est dans tout. Là, je ramène la communication, je ramène la reconnaissance aussi. Asseyez-vous avec votre conjoint, votre conjointe. Prenez le temps de regarder. Bon, OK, moi je fais ça, toi tu fais ça. Moi je fais ça, toi tu fais ça. C'est clair. Également, peut-être pour là, je retombe un peu dans le stéréotype, pour la conjointe, le lâcher prise aussi. Tu sais, OK, les serviettes ne sont pas pliées comme vous le souhaitez, l'enfant n'est pas habillé, le pétalon puis le haut, il ne fit pas, ben, c'est peut-être pas. C'est pas si grave. Là. Si le conjoint ou la conjointe a pris le temps quand même d'habiller l'enfant, puis que le but, encore une fois, c'est que vous soyez heureux pour que l'enfant le soit aussi. Là. Donc, tous ces petits trucs-là pour mettre en place une relation coparentale positive,
encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que les 4 phases, un peu, ou les 4 angles qu'on vous a parlé, là, que je rappelle, c'est communication, cohérence parentale, le partage des tâches. C'est quoi l'autre qu'on avait parlé? Reconnaissance entre parents. Exact, ouais, la reconnaissance entre parents. Donc, si vous prenez le temps de regarder ça, là, on va mettre ça probablement dans les liens là, du podcast. Marie-Josée, tu vas t'occuper de ça, je pense. Je m'en occupe. Mais il y a un truc que je me disais. Tu sais, 2 fois par année, tu vas changer les piles de ton détecteur de fumée. 2 fois par année, ça vaudrait peut-être la peine, ou plus ou moins, de remettre sur table le partage des tâches. Nous autres, ça se passait un petit peu comme ça quand j'étais à l'âge primaire, tu sais, première année, deuxième année, troisième année. C'était notre mère qui disait, bon, là, cette année, tu as 8 ans, puis là, elle nous annonçait à quelle heure on allait pouvoir se coucher, OK? Fait que là, il y a ce nouveau début d'année, nouvelle heure, là. Bon, là, ça va être 7h45. Yes! Là, j'avais gagné 15 minutes, OK, c'est super. Fait qu'il y avait on réétablissait les règles parce que les choses évoluent. C'est évolutif tout le temps. Ça peut être la même affaire pour les tâches, tu sais. Là, check, là, je fais toujours l'aspirateur. On a plein d'animaux, j'en ai par-dessus la tête. Mais regarde, tu pourrais peut-être le faire, mettons, les prochains mois. Puis moi, regarde, je me chargerais de l'autre affaire plate, nettoyer la salle de bain. Regarde, ça pourrait peut-être être comme ça. Et c'est à revoir parce que je refuse de penser que ça puisse être une condamnation en perpétuité si c'est une tâche qui ne vous plaît pas. Ça n'aurait pas de sens. Donc, se partager ça, si c'est un fardeau, partagez-le. Puis si vous êtes vraiment, oh non, moi, regarde la vaisselle, j'aime vraiment ça, là, je fais ça à ma manière, un control freak du lave-vaisselle, je comprends ça et je respecte ça totalement. Donc, si votre partenaire de vie est heureux avec le lave-vaisselle, vous pouvez le laisser là, puis faire aussi une tâche qui vous plaît. Moi, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Oui, puis je pense que passer la balayeuse, personne n'aime ça. Ben, il y en a, mais je veux dire, en général, ça tente pas plus à un que l'autre, là. Donc, c'est sûr qu'après, on veut pas, comme tu dis, condamner à vie. Bon, ben, c'est écrit sur le papier, t'en as pour 30 ans de balayeuse, puis moi, c'est le pliage de linge. Mais t'as raison que c'est bien c'est évolutif, là. J'aimerais peut-être faire une parenthèse là, qu'on n'a pas. Parce que ça existe aussi le partage des tâches comme dans je dis pas des couples, mais dans des familles séparées. Quand on parle, par exemple, de rendez-vous pour les enfants, c'est bien aussi de s'entendre avec le coparent puis de dire, bon, ben, le suivi chez le dentiste, surtout que dans des familles nombreuses, ça peut devenir être quelque chose qui est très lourd, là, je veux dire. Après, on s'adapte à l'horaire de chacun, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir cette discussion-là, puis que le partage des tâches s'adapte aussi, puis est important pour les familles séparées, là. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça non plus, là. Mathieu, Audrey, on va s'arrêter quelques secondes et on revient ensuite avec la suite de notre discussion. Vie de parents militaires, volume 5, la coparentalité, dans quelques secondes. Ne bougez pas. On revient dans quelques instants. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Le 5e volet de notre podcast Vie de parents militaires et le volet aujourd'hui, la coparentalité. Je suis avec Audrey Charlat, avec Mathieu Bouchard qui travaille au CRFMV et qui nous parle du sujet aujourd'hui. Il y a des conférences qui sont données sur une base régulière par le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Ce sont les conférences PPP. On se base sur un programme extraordinaire. J'aimerais que vous me disiez en premier là, ce que c'est PPP et en quoi ça consiste au juste pour les gens qui veulent assister à ces conférences. En fait, les conférences PPP sont des conférences qui sont données aussi à l'aide du CIUS de la capitale nationale. Donc, on aborde vraiment des termes un peu plus généraux. Fait que, la première conférence, si je me rappelle bien, j'ai pas les titres par cœur, excusez-moi, mais c'est vraiment les pratiques parentales positives, quand, comment, pourquoi. Dans le fond, comment est-ce qu'on, de façon user-friendly, on l'utilise. Après ça, il y en a une deuxième qui parle de la résilience et la troisième sur l'estime de soi des enfants, comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à développer une meilleure estime de soi et même chose pour la résilience. Donc, Triple P, c'est les conférences qui sont offertes.
si jamais il y a quoi que ce soit, puis que votre situation personnelle, vous sentez que vous avez besoin d'un aide peut-être un peu plus poussée, il y a nos travailleurs sociaux, il y a aussi moi comme éducatrice spécialisée ou autres personnes sur le poste qui sera, mais qui peuvent vous aider aussi, soit avec le programme Triple P qui ne s'offre pas seulement en conférence, mais en rencontre individuelle aussi. Mathieu? Oui, mais je préfère du pouce un peu sur un super groupe qu'on offre au centre de ressources, c'est le groupe APS. APS, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas me tromper parce que c'est en français, c'est Amis qui partagent et s'entraident, si je ne me trompe pas. Puis, mais en anglais, ça prend tout son sens. Mais pardonnez mon accent, c'est After Parental Separation, donc l'après-séparation. Je trouve important d'en parler parce que possiblement que les personnes qui nous écoutent en ce moment, des fois, coparentalité, ben, ça allume justement un peu une lumière. Ben, je veux travailler avec mon ex-conjoint, mon ex-conjointe pour le bonheur de notre enfant. Donc, ce groupe-là, ben, il est offert, c'est pour les 7-12 ans, si je ne m'abuse. Puis, c'est sur une dizaine de rencontres, des 1 heure. Puis, on rencontre principalement les enfants. C'est un groupe de 5 à 10 enfants qui ont tous des parents séparés. Puis on regarde des thématiques différentes, atelier après atelier. Super intéressant pour les enfants, puis aussi pour les parents, parce qu'on donne de l'information, il y a un suivi téléphonique aussi des rencontres. Donc, pour outiller les 2 parents, c'est important que les 2 parents inscrivent l'enfant. C'est pas juste la maman ou juste le papa, c'est vraiment l'implication des 2 parents, parce qu'on mise beaucoup justement sur cette coparentalité-là, sur le désir des parents d'accompagner leur enfant dans la séparation. Donc, ça peut être tout récent, comme ça peut faire 2, 3, 4, 5 ans. Des fois, c'est pas qu'on ressasse des affaires négatives, mais c'est important aussi de mettre des mots sur des émotions, puis de vivre ce qu'il y a à vivre là, à ce moment-là. Puis surtout en groupe, des fois, c'est le fun de se dire, bon, ben, pas tout seul, hein? Mes parents ils sont séparés, mais il y a moyen d'avoir une belle famille quand même, puis d'être unis, là. On avait lancé l'invitation à notre dernier podcast. Si des gens ont des sujets à nous soumettre, je te lance la question, Mathieu, comment on s'y prend pour communiquer avec vous? Ça pourrait être via le Facebook du centre de ressources. Ça pourrait, on va laisser un courriel service jeunesse commercial crfmv.com. Donc, nous écrire vos idées si ça vous le dit. Je pense que ce seraient les deux formules à privilégier, là. Vous comprendrez par là que nos collections Vie de parents militaires ne sont pas terminées. Vous avez entendu le volume 5 aujourd'hui. On vous invite chaleureusement à aller faire l'écoute des 4 premiers volumes. Si vous êtes un parent concerné par le sujet, vous allez adorer les conversations qu'on a eues au fil de nos capsules Vie de parents militaires. Audrey, Mathieu, merci infiniment d'avoir participé aujourd'hui. Ça a été un plaisir, encore une fois, de discuter avec vous. Merci beaucoup à toi, Marie-Josée. Merci. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.